Et hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, on va parler du film qui est censé sauver les salles de cinéma, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Tenet. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, après Dunkerque. Tenet qui est censé être le film qui va relancer l'activité économique des salles de cinéma. Depuis le déconfinement, évidemment, les spectateurs avaient un peu délaissé les salles de cinéma, et depuis ce film, puisqu'il s'agit du premier blockbuster de l'année, voilà, on espère que du coup le cinéma va pouvoir redécoller un petit peu, alors économiquement parlant, je précise. Donc je tiens à préciser quand même que dans un premier temps, voilà, je ne suis pas un grand fan de Christopher Nolan. J'ai apprécié quelques films de ses précédents films, notamment Interstellar, même si la fin, je la trouve un petit peu tirée par les cheveux, c'était quand même intéressant. Et vraiment, il y avait une vraie mise en scène, et puis en même temps, voilà, au niveau du scénario, c'était beaucoup plus humain, donc ça, j'ai plutôt apprécié. Inception, qui était pour le coup beaucoup mieux amené que le film dont je vais parler aujourd'hui. Donc du coup, oui, sur la notion des rêves et tout, c'était plutôt bien réussi. Et surtout, Memento, voilà, alors là, je pense que pour les plus puristes d'entre vous au niveau de Nolan, Memento était vraiment très très fort, voilà, donc, mais on remonte 20 ans en arrière. Donc c'est ça qui, voilà, vous allez le comprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ça qui va être la dégringolade, puisqu'aujourd'hui je vais parler donc de Tenet, film assez fumeux de Christopher Nolan, donc, dans lequel le protagoniste, puisqu'il s'appelle comme ça, on est dans un film concept, à tel point que même le nom des personnages n'ont aucune importance. Le protagoniste, donc, interprété par John David Washington, le fils de Denzel Washington, pardon, qui donc incarne un agent qui fait partie d'une organisation assez secrète, qui va, donc suite à une mission qui a mal tourné, donc le protagoniste va suivre les traces d'un oligarque russe qui donc veut mettre la main sur une technologie, voilà, une technologie un peu supérieure, donc un algorithme en fait divisé en 9 parties qu'il va devoir récupérer pour supprimer le passé et donc sauver le futur pour une raison obscure. D'ailleurs, cette raison va être évoquée par le personnage de Clémence Poésy, qui apparaît 10 secondes dans le film pour nous expliquer finalement qu'il ne faut rien chercher dans ce film, aucune explication, aucun pourquoi, voilà, il ne faut pas chercher la raison du concept, donc ce qui est quand même un peu embêtant. Donc John David Washington pose une question donc avec Clémence Poésy dans le film du style voilà, mais pourquoi cette inversion du temps, parce qu'il s'agit d'une inversion du temps, c'est ça. Et donc mais pourquoi? Elle me dit mais ne cherchez pas de manière linéaire, c'est pas important, on s'en fiche, donc voilà. C'est ça qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on vous explique que voilà, le film est un peu complexe comme ça, mais si vous comprenez pas, c'est pas grave parce que ça n'a aucune importance. Bah, c'est un peu curieux de dire ça dès le début du film, enfin on est quand même à c'est à peu près genre les 20 premières minutes, et le personnage de Clémence Poésy vous dit ça, quoi, en gros. Parce que c'est quasiment une adresse au spectateur. À travers le protagoniste, Clémence Poésy s'adresse au spectateur. Donc, c'est là où on dit, ah, ça commence bien, donc en fait, voilà, on nous vend un film assez profond, voilà, avec des idées sur l'espace-temps, un truc un peu, qui est censé être un peu intellectuel et tout, et finalement on vous explique que non, c'est juste un prétexte pour faire un film d'action avec des personnages en costume qui se battent, quoi. Vraiment, je suis vraiment pas loin je suis un petit peu clash dans ma critique, mais franchement, c'est ça, quoi. Donc c'est assez hermétique, vous en tant que spectateur, vous êtes là, vous dites, voilà, c'est le film attendu de l'année, vous vous installez, on commence par vous dire que finalement, tout le concept n'est qu'un prétexte pour vous servir un film d'action avec finalement des effets d'inversion pour que ça fasse des scènes stylées, etc. Il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est là où on voit la limite du film. C'est qu'en plus 2h30 avec une musique assourdissante, même quand il se passe rien, en fait, vous avez toujours ce brouhaha derrière comme ça, c'est vraiment cette musique. En fait, c'est hyper stressant, alors vous êtes là, vous êtes vraiment tout le temps stressé, mais ce qui se passe à l'écran, en fait, ça masque, en fait, c'est ça que ça me dérange, en fait, c'est que du coup, ça pollue la mise en scène, c'est-à-dire que vous avez cette musique assourdissante, vous avez ce montage, mais ce montage, alors du coup, j'ai noté le nom de la chef monteuse, mais franchement, c'est vraiment catastrophique. Je vais retrouver son nom, oui, c'est donc Jennifer Lane,
Franchement, non, non, il y a un gros souci sur le montage, là. Mais vraiment, je sais pas, mais c'est quand même une catastrophe. Enfin, vous avez une scène, je sais pas, je dirais 10 secondes, 20 secondes, et vous passez au plan d'après, vous êtes dans un autre endroit avec d'autres personnages qui sont mal introduits, du coup vous vous en foutez parce que vous savez même pas quels sont les enjeux. Donc en fait, constamment, les enjeux sont pollués par un montage beaucoup trop rapide. En fait, les séquences sont beaucoup trop rapides, c'est quasiment clipesque. C'est comme si on vous mettait une succession de bandes annonces les unes derrière les autres, et finalement, vous savez toujours pas de quoi parle le film, et quel est le sous-texte du film, qui est quand même plus important. Parce que, et certes, vous avez l'intrigue, certes, vous avez donc la diégèse du film. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est très important d'avoir une diégèse, c'est très important d'avoir de l'action, c'est très important d'avoir une intrigue. Mais si le film ne raconte rien au-delà, parce que le film ne va pas vous vendre autre chose, vous allez avoir, oui, on va dire, une relation de couple assez curieuse entre ce mafieux russe et donc cette jeune femme blonde. Oui, d'accord, vous allez avoir un petit peu d'humain, un petit peu d'humanité grâce à ça, donc grâce à ce seul personnage féminin finalement qui apporte beaucoup, parce que sinon il n'y aurait même pas, on serait juste dans un concept et finalement on est dans un espèce de grand jeu vidéo, quoi. Donc c'est ça qui me dérange, c'est que du coup je trouve que le concept, dans ce cas précis, pas dans Inception, pardon, pas dans Interstellar, pas dans tous les autres films de Nolan, ça passe très très bien, même si Dunkerque j'ai beaucoup moins apprécié, mais ça reste toujours plus correct que Tenet. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange, en fait, parce que le concept pollue la cinématographie. C'est vraiment le concept au détriment de la cinématographie, au détriment de l'âme, en fait. Voilà, au détriment de l'âme, en fait. C'est comme si Christopher Nolan vendait son âme au diable. En gros, voilà, il fait une synthèse de toute sa cinématographie, ce qui est plutôt intéressant. De ce point de vue-là, hein, c'est un petit peu l'effet Fallout de Mission Impossible qui met voilà, tout ce que vous avez aimé dans les précédents films et puis on vous le resserre comme ça dans un gros blockbuster estival, il n'y a aucun souci, mais du coup c'est un espèce de fourre-tout et vous ne savez plus finalement de quoi parle le film à la fin, quoi, parce que vous vous en fichez. Tout est, en plus, même la direction d'acteur va mal en fait, parce que tout le monde joue de la même façon, comme ça, avec un air très sérieux, comme ça, en costume. Vous avez l'impression qu'ils disent des choses très intelligentes, mais en réalité, c'est que de l'esbrouf, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, à chaque fois qu'un personnage parle, c'est pour sortir un truc du style mais l'humanité n'est rien sans la notion d'espace-temps, du revers de je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois, les personnages, comme ça, se donnent un air sérieux, mais pour masquer une absence en fait de scénario. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est quand même assez culotté de la part du cinéaste de vendre un film qui va vous parler de l'inversion du temps, et puis finalement qui ne traite pas son sujet. Parce que l'inversion du temps, c'est simplement le concept qui permet au film d'exister, mais le thème n'est pas traité, il n'est pas critiqué, il n'est pas remis en question, rien du tout. C'est quand même incroyable, quoi. Et tout ça pour aboutir à une bataille entre une équipe rouge, une équipe bleue, parce qu'il y a ceux qui viennent du passé, ceux qui viennent du futur, et la bataille n'a aucun sens. La bataille n'a aucun sens. Mais vraiment, c'est vraiment... Alors évidemment, vous aurez toujours l'argument qui est très en vogue en ce moment de dire le film de Nolan mérite plusieurs lectures. Moi, je veux bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que quand on voit certains films de David Lynch, quand on voit certains films de Lars von Trier, oui, ça peut mériter de lecture, il n'y a aucun problème là-dessus. Le genre de film à concept, il faut, voilà, c'est important d'avoir plusieurs lectures. Mais là, le problème, c'est que Nolan, il n'est pas dans une proposition sincère, et c'est ça qui se voit et qui transpire sur la pellicule, c'est que, en fait, il n'est pas sincère dans le sens où il fait du mimétisme, en fait. Quand il a fait Interstellar, il a voulu mimer Kubrick. Il n'a pas voulu être un nouveau Kubrick, il a voulu faire du mimétisme. Et c'est ça qui est assez agaçant, c'est de se dire que Nolan, finalement, est plus lui-même un homme d'affaires qu'un artiste, et c'est ça qui est un peu dommage, aujourd'hui en tout cas, hein, je ne dis pas par le passé, mais comme d'autres grands cinéastes, comme Tim Burton. Moi je suis très fan de Tim Burton, et c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je ne me permettrai pas de critiquer les fans de Nolan, puisque c'est valable pour beaucoup de cinéastes. Pour Luc Besson, pour Tim Burton, et quel autre cinéaste aussi a vrillé? Il y en a beaucoup de cinéastes qui ont vrillé 20 ans, 30 ans après, puisqu'ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus rien à proposer. Du coup, ça va être la facilité, ça va être voilà, de remettre tous les ingrédients en fait, de leur film passé et de rien en faire avec. En fait, c'est vraiment ça, il ne fait rien du tout
Il aurait pu faire justement des clins d'œil à tous ces films d'une manière intéressante, avec un film vraiment original, différent, quelque chose. Voilà, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce film est une publicité pour les anciens films de Nolan. En fait, c'est ça. C'est une publicité de 2h30, éprouvante, mais vraiment éprouvante, fumeuse. L'expérience est vraiment fumeuse. C'est on vous embrouille, et puis si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes stupide, en gros. Mais c'est vraiment, en gros, un doigt d'honneur au spectateur, quoi. On vous dit vraiment, si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes débile. Alors que Christopher Nolan s'embourbe dans son propre concept, à tel point qu'en fait, les séquences sont très très mal amenées, en fait, enfin, la mise en scène est mal amenée, le sujet est mal amené, et à se demander s'il est vraiment traité, quoi. Et voilà, et j'ai même envie de vous spoiler, en fait, parce que c'est pas... La révélation finale, elle est quand même assez ras des pâquerettes, quoi. Je veux dire, enfin, si vraiment on regarde de quoi parle Tenet, parce que c'est ça qui est quand même intéressant, c'est pas de se dire « Waouh, vous avez vu, c'est sympa, il y a des types comme ça qui se donnent un air sérieux et puis qui se battent dans des couloirs en inversion du temps, pardon. Donc voilà, tout est inversé, donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est finalement tout le concept du montage de tout est inversé. Voilà. Donc en fait, c'est juste décoratif, en fait. Ça aurait été quand même plus intéressant, comme dans Inception, c'était beaucoup mieux amené. Le fait de s'immiscer dans les rêves, c'était très très bien amené avec donc, cette machine, on comprenait comment ça fonctionnait. Je veux dire, vous prenez n'importe quel film de science-fiction et Matrix, enfin voilà, des grands classiques du cinéma, voilà, là, vous voyez l'intérêt, en fait. Vous comprenez cette réflexion, cette prise de recul, en fait, sur le monde, voilà, ce miroir de la société qu'est le cinéma. Vous avez une réflexion, en fait. Vous avez un parti pris, vous avez une prise de risque. Mais là, Nolan prend aucun risque. Aucun risque. Le film ne raconte rien. Le film ne raconte rien. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis même halluciné de voir cet engouement aussi puissant, aussi fort pour un film qui vous fait croire que vous allez être intelligent si vous comprenez ce film ou pas. Mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, si le film est fumeux et est incompréhensible, c'est qu'il est mal fait, tout simplement. Ne vous prenez pas la tête de vous dire ce film est formidable puisque concept, puisque vous... Voilà. Et à chaque fois, il y a des éléments dans ce film. À chaque fois qu'il y a une idée qui est mise en avant, elle est polluée par tout un tas de trucs. Ouais, non mais cherche pas à comprendre, t'inquiète pas, et puis on vous embourbe, et puis on s'en fiche, et puis c'est pas l'important, c'est de faire croire que c'est intelligent. C'est vraiment agaçant, quoi. C'est vraiment agaçant, c'est très prétentieux, c'est vraiment... Enfin, franchement, des films prétentieux, parfois j'ai pu en voir. Enfin, vous connaissez Jean-Luc Godard. Parfois, ça peut être quand même assez prétentieux. Mais à ce point-là, quand même, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, si vous avez un petit peu... Enfin, je sais pas, si vous êtes... Vraiment, je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états parce que c'est... Le seul film que les gens vont voir au cinéma, enfin, c'est quand même incroyable. Il y a énormément de films dans l'année qui valent le coup, qui ne sont pas vus, et c'est agaçant. Moi, voilà, sur cette chaîne, vous avez vu, je vous ai parlé d'énormément de films forts, puissants émotionnellement. Vous avez des vraies émotions humaines. Là, vous êtes devant ce film, il n'y a aucune âme, aucune saveur, vous n'en avez rien à faire de ce que vous avez à l'écran. C'est vraiment que décoratif. C'est décoratif, vous allez ne recevoir aucune émotion. Alors peut-être éventuellement de la compassion pour l'actrice qui interprète donc la femme du Russe, donc de Sator, voilà, Catherine, interprétée par Elisabeth Debicki, voilà, c'est le seul personnage qui apporte un peu d'humanité dans ce film, quoi. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on puisse... je sais pas, autant attendre un film comme ça qui... Enfin, je veux dire, au cinéma, on demande de l'émotion, on demande d'amener quand même des sujets. Là, ça va hyper vite, c'est hyper cuté, mais vraiment, 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 c'est de l'esbrouf total, on vous enfume. Tout est fait pour que finalement, vous deviez creuser là où il n'y a pas à creuser, hein, parce qu'il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment une structure lacunaire, ce film, dans lequel on met... un peu tout ce qu'on veut, et débrouillez-vous avec, quoi. Et c'est incroyable parce que Dieu sait qu'au cinéma, il peut y avoir beaucoup de cinéastes où on peut se dire, justement,
voilà, qu'il se prend le chou pour des choses qui, voilà, qui ne servent à rien, parfois le récit est compliqué parce que soit c'est inversé, soit c'est en flashback, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des scènes fortes, bien écrites, des personnages qui ont du relief, qui ne sont pas manichéens. Là, le problème du russe, c'est que c'est quand même incroyable. Enfin, tout est hyper manichéen, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. C'est éprouvant, c'est éprouvant. À aucun moment ça se pose dans ce film où il y a, je sais pas, il y a au moins une scène marquante où il y a deux personnages, je sais pas, qui ont un dialogue intéressant sur un sujet. Rien, c'est tout le temps dans une espèce d'action, même quand il se passe rien en fait dans le cadre, même quand il se passe rien, il y aura soit la musique, soit un élément visuel à un moment donné du décor ou quelque chose qui va faire qu'il va s'animer pour qu'à chaque fois vous ayez l'impression qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais voilà, vraiment, au bout d'un moment, vous en fichez, quoi. La bataille finale, comme les enjeux ne servent à rien, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, encore une fois, si vous voulez, je peux vous le dire. Mais pour ceux qui veulent arrêter cette vidéo maintenant, vous pouvez. Mais voilà, hein, donc petit spoil, voilà, j'annonce, arrêtez cette vidéo sinon. Mais en gros, voilà, toute cette guerre, juste pour nous dire que, bah, en gros, le motif est écologique, c'est-à-dire que dans le futur, la planète est fichu, en gros, voilà, c'est ça, l'environnement est complètement mort, et donc, voilà, il faut supprimer les individus du passé pour que le futur puisse revivre au niveau écologique, l'environnement, etc. Enfin, le genre de truc qu'on a vu 1000 fois, et c'est tellement la grosse révélation, c'est censé être la grosse révélation du film, c'est dit par un personnage secondaire, alors tertiaire, je ne sais pas, vraiment secondaire, quoi. Enfin, non, c'est vraiment le film... là, j'ai envie de l'appeler Deception, quoi. C'est vraiment... Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Alors, je me suis aperçu d'un truc. Dès qu'en fait Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan, intervient sur le scénario, participe à l'écriture du scénario, tout de suite, le film en fait est beaucoup plus humain et beaucoup plus joué. Il y a plus de place pour les acteurs. Et je me suis rendu compte de ça. Et c'est valable pour tous les films. Alors, petite exception pour Inception, mais quand même, Inception n'est pas forcément le plus humain non plus des films de Nolan. Donc vraiment, j'ai vu une espèce de corrélation entre finalement la participation de Jonathan Nolan, qui pour le coup bah, montre ses qualités de scénariste. Mais en revanche, Christopher Nolan, je pense que c'est vraiment pas son truc, l'écriture. Je pense qu'il est beaucoup plus dans la réalisation. Il l'a prouvé par le passé. Là, c'est une catastrophe sur Tenet, mais il en est capable. C'est-à-dire que, évidemment, que Christopher Nolan a prouvé par le passé qu'il était capable de réaliser, il n'y a aucun problème. En revanche, sur l'écriture, je trouve que c'est pas son fort. Je pense qu'il a du mal à écrire un scénario, vraiment à structurer un scénario. Et je pense que Jonathan Nolan, donc vraiment, moi je vois cette corrélation en fait, qu'on soit sur Interstellar ou Memento par exemple, voilà, on voit très clairement que Jonathan Nolan est important, quoi, vraiment important. Et on le voit bien notamment sur Dunkerque aussi, où Christopher Nolan était seul à l'écriture. Donc en fait, c'est ça, c'est que quand il n'y a pas en fait ce duo des Nolan, des frères Nolan, en fait, c'est là que le film est beaucoup moins bien amené, je trouve, et beaucoup, voilà, vraiment au niveau de l'écriture, des personnages, des dialogues, etc. C'est beaucoup moins riche, beaucoup moins riche. Donc vraiment, je trouve que Jonathan Nolan, en fait, participe énormément au succès de Christopher, hein, de son frère. C'est vraiment un maillon de la chaîne très important. Et là, vu qu'il n'est pas présent, eh ben, il manque cruellement, quoi. On sent qu'il manque cruellement. Moi, j'ai fait un bilan, vraiment, je fais un parallèle entre la qualité des films de Christopher Nolan et la présence de Jonathan à l'écriture, quoi, vraiment. Donc j'espère que Christopher Nolan, quand même, qui, malgré tout, a des bons concepts, pas forcément de très très bonnes idées, mais des bons concepts, qui pourraient mener à des bonnes idées et à faire ressortir des choses intéressantes, des thèmes à aborder sur l'humain, sur le passé, sur les choses métaphysiques, etc. C'était beaucoup moins d'esbrouf, quoi, que c'était mieux écrit. Je pense que Jonathan a vraiment son importance, on le voit clairement dans Interstellar. Dans Interstellar, il y a aussi des choses qui peuvent être considérées comme un peu pompeuses, etc., sur l'espace-temps. N'empêche qu'avec une meilleure écriture, Jonathan Nolan vraiment arrive à nous faire entrer, nous spectateurs, vraiment dans le délire de Nolan, quoi. Donc vraiment, je vois ce parallèle, je me suis posé la question, je dis, mais en fait, à chaque fois qu'il y a avec Jonathan, ça change la donne quand même. Donc je pense que vraiment les frères Nolan voilà, on devrait dire les frères Nolan. J'aimerais bien qu'un jour, comme les frères Cohen, voilà, comme les Wachowski, etc.,
ce serait ou les frères Dardenne, bah, voilà. Et ça pourrait vraiment, il faudrait que la signature soit plus bah, avec les deux en fait. Il faudrait que les deux soient réunis, je trouve, et que ça ferait de meilleurs films, quoi. Vraiment, c'est incroyable, mais je trouve que les deux frères sont complémentaires, quoi. Donc voilà, espérons qu'ils recollaborent voilà, pour le futur. C'est vrai que depuis Dunkerque, c'était plus le cas. Donc j'espère quand même qu'ils vont se remettre à collaborer ensemble parce que vraiment, les deux ensemble, voilà, ils arrivent à faire des bons films, mais il faut qu'il y ait les deux ensemble, je trouve, personnellement. Puis à un moment donné, on a compris, quoi. C'est quand même surligné, souligné. Tenet est un palindrome, c'est pas compliqué à comprendre que ça se lit de gauche à droite ou de droite à gauche. À partir de ce moment-là, oui, on a compris que le film allait voilà, parler d'inversion du temps, etc. Donc bon, voilà, oui, on peut se... Voilà, et puis après, on nous explique qu'il y a le carré Sator, etc., qu'il faut aller creuser là-dedans. Ok, bien, on va avoir plein de choses à creuser, c'est formidable. Mais il n'empêche que c'est un film qui, dès son introduction, vous fait comprendre que, voilà, on est in medias res, voilà, dans l'action, et finalement, en plus, toute l'intro sert pas à grand-chose. Donc, c'est pas... Voilà, non, vraiment, elle sert pas à grand-chose et ça fait pas beaucoup ressortir enfin, dans le film plus tard, il n'y a pas beaucoup de choses. Vous savez, ces fameux pay-in, pay-off, les pay-in qui sont montrés en introduction ne sont pas décisifs en fait à la fin du film, quoi. Moi, j'aurais préféré que ce soit vraiment, dans ce cas-là, une boucle, et là, j'aurais compris toute l'introduction aurait eu du sens. Vous faites une boucle, si c'est juste pour montrer qu'il y a des inversions, non, c'est beaucoup trop faible, c'est beaucoup trop faible. Il y a des scènes beaucoup trop money shot, mais enfin, c'est du money shot gratuit en fait. Vous avez pas de, voilà, il n'y a pas de plus-value quoi en fait. C'est vraiment pour vous en mettre plein la vue, mais au niveau du concept, c'est un peu léger quoi. C'est un peu léger. Voilà, bon. J'espère que, en tout cas, les fans de Nolan conviendront qu'il ne s'agit pas de son meilleur film. Voilà, j'espère quand même. Parce que je pense qu'on peut être tout à fait fan de Nolan et ne pas aimer Tenet, quoi. Je pense que c'est pas incompatible. Je pense vraiment que c'est pas incompatible. Voilà, au même titre que moi, je suis fan de Burton, voilà, j'ai vraiment un amour pour ce réalisateur, ou n'importe quel réalisateur que j'adore. Même Brian De Palma a fait des films qui étaient même limite mauvais, quoi. Et Dieu sait que je suis vraiment fan de cinéaste. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir l'intelligence d'avoir du recul et de se dire que voilà, il peut, voilà, aucun artiste n'est infaillible. Aucun artiste ne va, un jour ou l'autre, il fera forcément une erreur, il y aura forcément un film moins bon que les autres, etc. Et je pense que Nolan, il arrive à sa limite, c'est-à-dire qu'il commence maintenant à s'auto-parodier. Il fait du concept pour du concept parce que c'est ce que veulent les gens. Et à un moment donné, voilà, je pense qu'il va plus se renouveler. À partir de ce moment-là, il fera comme Burton. Un coup, il fera un film un peu gothique personnel et un autre coup, il fera un truc plus commercial, voilà, en répondant à une sorte de cahier des charges, j'en sais rien. Enfin voilà. Mais j'espère qu'il alternera, en tout cas, qu'il fera plus juste des films comme ça qui sont d'énormes publicités de 2h30 là, parce que franchement, c'est... À la limite, je préfère vraiment Dunkerque, quoi, même si les personnages sont vraiment... enfin, pas attachants, qu'on peut s'attacher à aucun personnage, qu'on peut vraiment difficilement rentrer dans l'histoire, au moins il y a un exercice de style qui est quand même beaucoup plus appréciable, au même titre que 1917 de Sam Mendes. Sauf que Sam Mendes avait quand même des personnages beaucoup mieux écrits, etc., même si l'histoire était aussi prétexte pour faire voilà, des plans séquences magnifiques. Mais voilà, la seule différence, c'est que c'était très esthétique 1917. Vous voyez, voilà, Sam Mendes avait l'intelligence au moins de proposer, certes, un concept, mais qui était visuellement époustouflant, qui, voilà, avec des plans séquences, un plan séquence découpé en plusieurs parties, magnifique, c'est-à-dire que c'est très lisible, l'action est lisible, Nolan a tendance aussi à avoir un souci pour filmer l'action, alors hormis bien sûr dans le second Dark Knight, qui est très bon aussi, même si Heath Ledger y est pour beaucoup, mais voilà, il laisse de la place aux acteurs et c'est vraiment très appréciable. Là, voilà, c'est un film qui est illisible, qui est fourre-tout, qui est vraiment... même si les concepts, en fait, sont intéressants derrière, bah, vu qu'en fait, tout est fait pour vous embrouiller, bah, du coup, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que même s'il y avait des choses intéressantes dans le film à creuser, bah, en fait, vous vous en fichez, parce que du coup, comme c'est mal amené, bah, vous laissez tomber, quoi. Vous laissez tomber, puis au bout d'un moment, vous dites, bon, bah voilà, il se passe ce qui se passe, et puis voilà, puis vous êtes plus dans le film. C'est un peu un souci quand même, je trouve, quand on essaye de faire une mise en scène qui est censée être originale, avec des concepts et tout, de finalement faire un film très bateau, qui n'est pas si époustouflant que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... enfin, vous n'êtes pas étonné, quoi. Vous n'êtes pas en terre inconnue quand vous voyez ce film, quoi. Non, il n'y a pas une grosse prise de risque. Non, c'est pas vrai de dire qu'il y a une grosse prise de risque. Il n'y a pas de prise de risque à partir du moment où voilà, vous sortez un film
qui de toute façon a été tellement boosté par finalement la publicité des anciens films, parce que voilà, Nolan a fait de très bons films par le passé. Et du coup, il y a un moment donné où on se sent obligé, j'ai l'impression qu'on se sent obligé de crier au chef-d'œuvre à chaque nouveau film de Nolan, un peu comme Xavier Dolan d'ailleurs. Pour la blague, on a tendance à dire, voilà, faire la confusion entre Nolan et Dolan, alors que c'est des cinéastes qui n'ont absolument rien à voir, mais parfois dans le langage courant, comme ça, il y a des personnes qui disent Nolan ou Dolan, t'es sûr, tu parles duquel? Et c'est vrai que voilà, Xavier Dolan, lui, c'est pareil, il commence maintenant à... il a les limites de s'auto-parodier, et Dieu sait que je suis fan de cinéastes aussi. Mais je pense qu'il voilà, c'est pas grave de dire que bah voilà, notre réalisateur fétiche, eh ben, il a ses limites aussi. Il a ses limites, et son art a ses limites. Et voilà, à un moment donné, bah, voilà, il se replie sur lui-même, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos la semaine prochaine. Alors, normalement, je devrais assister à l'avant-première d'Adieu les contes d'Albert Dupontel. Donc normalement, s'il s'agira de ce film-là, après je n'oublie pas évidemment Petit Pays que j'avais même à l'époque au tout début du confinement, normalement c'était le dernier film dont je voulais faire la critique, donc ce n'était pas possible, mais depuis que le film est sorti, ça m'intéresserait quand même de vous faire une critique sur ce film, donc à voir, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de films là qui viennent de sortir depuis fin août. Donc, il y a de quoi se régaler. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!